Et je disais que la fois passée, nous avons commencé de discuter l'analyse de l'équilibre financier. Donc, je voudrais reprendre juste un peu parce que nous avons discuté juste l'analyse statique. Je voudrais reprendre un peu les notions et après de passer à l'analyse en dynamique et voir quelles pourraient être les différentes mesures de correction pour les différentes situations dans lesquelles nous pouvons trouver en pratique. Et si nous avons du temps à la fin, je voudrais aussi vous montrer des statistiques de Roumanie. Donc, si vous êtes prêts, je vais faire la projection de mon écran en un moment. Voilà. Je crois que vous voyez maintenant mon écran. Je vous rappelle de la fois passée que nous avons utilisé 3 indicateurs pour l'analyse de l'équilibre financier. Et ce sont les premiers 3 indicateurs que nous discutons qui ne sont pas calculés comme des ratios, donc comme des valeurs, disons, relatives. Je crois que vous les connaissez d'autres matières aussi, en particulier du management financier. Donc, on a discuté du fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Ici, j'ai des images, j'ai créé des images en Excel, si vous vous rappelez de la fois passée, qui présentent les différentes situations possibles en ce qui concerne la valeur du fonds de roulement. Le fonds de roulement, un indicateur utilisé pour évaluer l'équilibre financier à long terme. Premièrement, n'oubliez pas que nous utilisons le bilan financier pour réaliser l'analyse. Vous avez ici une forme de bilan financier. Donc, nous avons l'actif financier, le passif du bilan financier. Dans le passif du bilan financier, si nous discutons le fonds de roulement, nous sommes intéressés en particulier par les capitaux permanents et l'actif immobilisé dans l'actif. Et nous avons discuté, bon, dans cette représentation, évidemment, l'image est plus simple. Vous avez ici d'un côté le capital permanent ou les capitaux permanents, comme vous voulez les appeler. Et à gauche, vous avez l'actif immobilisé dans la partie d'actifs, évidemment. Et nous avons dit que, en principe, l'entreprise essaye de financer l'actif immobilisé en utilisant le capital permanent. Et encore une fois, en principe, elle essaye de laisser, de se créer un surplus de capital permanent, un surplus par rapport à la valeur de l'actif immobilisé. Oui, dans cette image, vous voyez ici le surplus, oui, la partie du capital permanent qui dépasse l'actif immobilisé. Cette partie, du point de vue du processus de financement, évidemment, finance l'actif circulant. Je dis évidemment car toujours l'actif doit être égal au passif. Donc, si cette partie du capital, cette partie du passif ne finance pas l'actif mobilisé, car par définition, elle représente la partie du capital permanent qui excède l'actif mobilisé, ça signifie qu'elle doit financer l'actif circulant. Encore une fois, n'oubliez pas, nous discutons sur le bilan financier. Je dis ça parce que au niveau du bilan comptable, on peut avoir une troisième partie, une troisième groupe dans l'actif. Ce sont les charges en avance. Vous vous rappelez, nous avons l'actif mobilisé, l'actif circulant, les charges en avance. Pour la plupart des entreprises, les charges en avance n'existent pas. Et là où elles existent, leur valeur est assez réduite. Et en général, en pratique, dans des analyses, on traite ces charges en avance comme des actifs fictifs, des non-valeurs. On les voit comme des actifs dont la transformation en argent est discutable, risquante. Et pour cela, dans les analyses, encore une fois, dans la plupart des situations, on les élimine de l'actif. C'est ça ce qu'on a fait en construisant le bilan financier. Donc, encore une fois, au niveau du bilan financier, si quelque chose, une source de financement du passif ne se retrouve pas, ne se matérialise pas sous la forme des actifs immobilisés dans la partie d'actifs, c'est obligatoire qu'elle se retrouve matérialisée sous la forme
des actifs circulants. Et au niveau des actifs circulants, il faut faire la différence d'un côté, voir les stocks et les créances, qu'on a définis comme l'expression des besoins de financement cyclique, donc les besoins de financement spécifiques au cycle d'exploitation. Et séparément, on peut voir les disponibilités. En passif, on peut avoir des sources de financement qui, dans l'actif, restent juste sous la forme des disponibilités. Pourquoi? Pour faciliter les paiements, pour avoir, disons, une marge de sécurité. Si on ne peut pas corréler d'une manière parfaite les encaissements et les paiements, qui normalement se passent toujours, on garde des disponibilités comme une marge de sécurité pour, encore une fois, couvrir les décalages entre les encaissements et les paiements. Autrement, si on peut assurer une corrélation parfaite entre les encaissements et les paiements, en principe, on n'a pas besoin de garder à aucun moment, on n'a pas besoin de garder des disponibilités. Car finalement, du point de vue de la rentabilité, garder des disponibilités ici dans la partie d'actifs signifie garder des sources de financement dans le passif qui ne sont pas investies. Un rien, oui, qui reste sous la forme d'argent qui ne produit aucune rentabilité d'une manière directe. Car autrement, dans le monde réel où on ne peut pas assurer cette corrélation parfaite entre les encaissements et les décaissements, on a besoin de ce surplus de disponibilité et ce surplus contribue à la rentabilité pour le fait qu'il nous permet de n'entrer pas dans un blocage du point de vue des paiements, du processus des paiements. Bon, donc, ici, vous avez la situation où le fonds de roulement est positif. Deuxième situation, bon, en réalité, la deuxième situation possible du point de vue, disons, des attentes que nous avons en général. Le fonds de roulement négatif, c'est évidemment la situation où les capitaux permanents ne couvrent pas entièrement l'actif immobilisé. Donc, ça signifie que l'actif immobilisé est plus grand que le capital permanent et c'est possible juste si on utilise une partie des dettes à court terme pour financer l'actif immobilisé. C'est la seule possibilité. Voilà, un fonds de roulement négatif. Et la situation d'équilibre financier du point de vue mathématique, c'est beaucoup de dire que c'est la situation parfaite du point de vue économique. C'est trop. Du point de vue mathématique, la situation d'équilibre, évidemment, est celle dans laquelle le fonds de roulement est nul. Ça signifie que le capital permanent est égal à l'actif immobilisé. Donc, le capital permanent finance l'actif immobilisé, mais il n'y a pas une marge, un surplus, un excédent de capital permanent pour contribuer aussi au financement de l'actif circulant, ce qui signifie que l'actif circulant doit être financé entièrement par les dettes à court terme. Donc, c'était les trois situations possibles du point de vue du fonds de roulement. Encore une fois, un indicateur qui est utilisé pour évaluer l'équilibre financier à long terme. Bon. Nous avons ensuite discuté le besoin en fonds de roulement, un indicateur utilisé pour évaluer l'équilibre financier à court terme, ou si vous voulez, en particulier au niveau du cycle d'exploitation. Et nous avons défini les stocks et les créances comme l'expression, leur somme, comme l'expression de la valeur des besoins de financement cyclique, donc les besoins de financement spécifiques au cycle d'exploitation, déterminés par le déroulement du cycle d'exploitation. De l'autre côté, on a défini les dettes d'exploitation à court terme comme l'expression des sources de financement cyclique, les sources de financement spécifiques au cycle d'exploitation générées par le cycle d'exploitation. Et je vous rappelle que du point de vue comptable, très vite, les stocks peuvent contenir quoi? Des stocks de matières premières, de produits en cours, de produits finis, de marchandises, des produits résiduels, emballages,
matériel consumable. Les créances peuvent contenir des créances envers les créances clients, mais en principe aussi des créances envers les fournisseurs pour les situations où on paye en avance aux fournisseurs pour des services. Parce que du point de vue comptable, les paiements en avance pour des stocks sont enregistrés dans la position des stocks. On peut avoir à un moment donné des créances envers les employés pour des avances accordées, ça se passe. Et on peut avoir des créances envers l'État. En particulier la situation où on a de la TVA à récupérer. Et on peut avoir aussi des situations, c'est moins probable, mais c'est possible d'arriver peut-être de payer plus, de payer en plus pour des impôts et des taxes, et on reste comme ça avec une créance à récupérer dans le futur, en réduisant les paiements suivants en général. Donc, on peut avoir des différentes catégories de créances. Quand on regarde le bilan d'une entreprise et on voit des valeurs dans la position des créances, normalement, la première chose qu'on pense, c'est que ce sont des créances clients qui viennent de l'activité normale de vente. On vend aux clients et on les accorde en délai de paiement. Et pour cette période dans laquelle le client dispose de ce délai de paiement, évidemment, lui, il garde dans son comptabilité la dette envers nous et nous gardons dans notre comptabilité financière la créance, le droit d'encaissement. Donc, si on voit des créances dans le bilan, on s'imagine normalement que ce sont premièrement des créances clients. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais de créances clients. Et ici, c'est le cas particulier des entreprises qui se coupent du commerce en détail, oui, en vendant en général à des clients personnes physiques. On ne peut pas accorder à des personnes physiques des délais de paiement. Les personnes physiques payent sur place ou même peut être en avance. Bon, les dettes d'exploitation à court terme, toujours dans notre tête, si on voit des dettes d'exploitation à court terme, on pense premièrement que ce sont des dettes fournisseurs. Mais on peut avoir aussi des dettes envers les employés, comme pour les salaires, des dettes envers l'État pour les différents impôts et taxes, des dettes envers les clients pour les avances, les paiements faits en avance par les clients. Bon. Donc, ce sont d'un côté, voilà, les besoins de financement cyclique, les stocks et les créances. De l'autre côté, à droite, dans l'image, les dettes d'exploitation à court terme, les sources de financement cyclique. Ici, à gauche, dans la première image, l'image de gauche, vous avez une situation dans laquelle, au niveau du cycle d'exploitation, vous voyez, les dettes d'exploitation à court terme ne sont pas suffisantes pour couvrir entièrement les stocks et les créances, bien sûr dans le processus de financement. Donc, les sources cycliques ne sont pas suffisantes pour financer les besoins de financement cyclique dans leur entièreté. Ça signifie qu'on a un besoin en fonds de roulement positif. Le besoin en fonds de roulement était le surplus de besoins de financement cyclique par rapport à la valeur des sources de financement cyclique. Et en pratique, on attend dans la plupart des situations, on va voir, on va discuter si c'est vraiment la réalité, mais on attend en principe, en pratique, de trouver une telle situation où la compagnie ne peut pas mobiliser suffisamment des dettes d'exploitation à court terme suffisantes pour financer entièrement les stocks et les créances. C'est ce qu'on attend. Donc, on peut dire que c'est la situation classique.
On a ensuite la deuxième situation où le besoin en fonds de roulement est négatif. Évidemment, ici, les dettes d'exploitation à court terme sont plus grandes par rapport à la valeur des stocks et les créances. Donc, les sources cycliques couvrent entièrement les besoins de financement cyclique et il y a un surplus de sources de financement cyclique. Et ce surplus se retrouve en quoi dans l'actif? Évidemment, si on parle de dette d'exploitation à court terme qui ne se matérialise pas dans l'actif sous la forme des stocks et des créances, elle se matérialise dans l'actif sous quelle forme? Soit sous la forme des actifs immobilisés, vous voyez ici, cette partie, soit sous la forme des disponibilités. Donc, ça signifie que, ici, dans cette image, il y a une partie de dette d'exploitation à court terme qui reste tout simplement sous la forme d'argent. Les disponibilités, on les appelle aussi la trésorerie d'actifs. Et ici, on a quoi? On a les dettes financières à court terme qu'on appelle aussi la trésorerie de passifs. Et il y a la situation d'équilibre mathématique, voilà, où le besoin de fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement est nul. C'est une situation théorique parce que en pratique, je ne peux pas dire que c'est impossible. C'est possible de avoir cette situation. C'est juste que ce n'est pas un but et ce n'est pas probable que cette situation persiste en temps. Parce que vous pouvez vous imaginer, même si à un moment donné, nous avons cette égalité entre d'un côté les stocks et les créances, de l'autre côté les dettes d'exploitation à court terme, la seconde suivante, nous vendons quelque chose. Nous avons un magasin, nous vendons un chocolat et immédiatement nous enregistrons un, disons, surplus en matière de voilà, capital permanent parce que en le vendant au prix de vente, on génère un petit surplus sous la forme de, disons, d'une manière plus superficielle de profit qui fait augmenter le capital permanent et aussi les disponibilités. Donc, immédiatement, un fonds de roulement positif va apparaître. Et en ce qui concerne les stocks, les stocks se réduisent. Donc, on peut dire que le besoin en fonds de roulement se réduit un peu, mais devient négatif. Donc, il y a beaucoup de fluctuations comme ça, ce qui fait moins probable qu'on retrouve cette situation en pratique. Ce n'est pas difficile, c'est juste que les valeurs varient toujours à ce niveau cyclique. Mais ce n'est pas impossible que les valeurs varient dans la proximité de zéro pour le besoin en fonds de roulement. Donc, on peut dire qu'on a un équilibre financier à court terme du point de vue mathématique au moins si le besoin en fonds de roulement est proche de zéro. Bon. Le troisième indicateur a été la trésorerie nette. C'était la différence entre la trésorerie d'actifs, donc les disponibilités, et la trésorerie de passifs, donc les dettes financières à court terme. Dans la situation que les gens considèrent en général comme classique, celle où le besoin en fonds de roulement est positif, et vous voyez ici dans cette image que les stocks et les créances sont plus grandes par rapport aux dettes d'exploitation à court terme. Donc, oui, le besoin en fonds de roulement est positif, mais le fonds de roulement est aussi positif. Vous voyez que les capitaux permanents couvrent l'actif immobilisé et on reste avec un surplus de capital, de capitaux permanents qui est appelé fonds de roulement. Le fonds de roulement, vous observez, il est plus grand que le besoin en fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement. Encore une fois, on a un fonds de roulement positif, donc un surplus de sources de financement à ce niveau de l'eau du bilan, le niveau, disons, permanent. On a un déficit de sources de financement au niveau cyclique sous la forme d'un besoin en fonds de roulement positif. Donc, le fonds de roulement positif représente un surplus de sources. Le besoin en fonds de roulement positif
reflète un surplus de besoins, ou si vous voulez, un déficit de sources de financement au niveau cyclique. Le fonds de roulement positif couvre ici dans cette image le besoin en fonds de roulement positif et le surplus de fonds de roulement reste évidemment sous la forme des disponibilités, donc dans la trésorerie d'actifs. Et dans ces conditions, bien sûr, du point de vue comptable, la trésorerie d'actifs est plus grande que celle de passifs. Les disponibilités, leur valeur est plus grande que la valeur des dettes financières à court terme. Et la différence entre les deux est, du point de vue mathématique, égale à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Car, encore une fois, le surplus de fonds de roulement par rapport aux besoins en fonds de roulement se retrouve ici dans les disponibilités, avec les dettes financières à court terme qui, eux aussi, se retrouvent dans l'actif sous la forme des disponibilités ici. Donc, les disponibilités sont plus grandes que les dettes financières à court terme et la différence est donnée exactement par la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est la situation qu'on perçoit en général comme la situation la plus logique, la plus commune. Et comme une situation de même équilibre financier. Équilibre financier si la valeur de la trésorerie nette n'est pas exagérée. Parce que si la valeur de la trésorerie nette arrive à être très grande, très élevée, ça devient à montrer une situation où beaucoup du capital permanent, qui implique des coûts de financement importants, reste juste sous la forme de disponibilité. Oui, ça donne une marge de sécurité, mais d'un moment donné, cette marge de sécurité est trop élevée, les risques sont très réduits, mais les coûts de financement sont tout simplement très élevés et ils ne sont pas justifiés par la réduction de risque. Oui, d'une certaine limite. Ici, vous avez la situation d'équilibre mathématique au niveau global. La trésorerie nette reflète l'équilibre global. Vous voyez une situation où le fonds de roulement est positif, le besoin en fonds de roulement est positif aussi, mais les deux sont égaux. Et dans ces conditions, la trésorerie nette est nulle. Les disponibilités sont égales aux dettes à court terme, financières à court terme. Bien sûr, la situation où la trésorerie nette est négative, ici vous voyez que le besoin en fonds de roulement est positif, donc le cycle d'exploitation a besoin du financement du fonds de roulement et l'entreprise crée un fonds de roulement positif. Vous voyez que les capitaux permanents couvrent l'actif mobilisé et il y a un surplus sous la forme du fonds de roulement. Le fonds de roulement est utilisé pour couvrir le besoin en fonds de roulement, mais sa valeur n'est pas suffisante. Et dans ces conditions, on utilise aussi des dettes financières à court terme pour financer une partie, évidemment, des stocks et des créances, ou si vous voulez, du besoin en fonds de roulement. Ici, donc, les stocks et les créances sont financés premièrement par les dettes d'exploitation à court terme, ensuite par le fonds de roulement et la dernière partie par les dettes financières à court terme. Dans ces conditions, évidemment, les dettes financières à court terme sont plus grandes que les disponibilités, donc la trésorerie d'actifs est inférieure à la trésorerie du passif, donc la trésorerie nette est négative. Vous avez ici une situation plus extrême où si vous regardez, le besoin en fonds de roulement est positif, donc nous avons un déficit de sources de financement cyclique au niveau du cycle d'exploitation. Mais le fonds de roulement est aussi négatif, donc nous avons un autre déficit de financement au niveau permanent. Les capitaux permanents ne sont pas suffisants ni pour couvrir l'actif mobilisé et les dettes financières à court terme couvrent les deux. Le fonds de roulement négatif, expression d'un déficit de sources de financement permanent,
et le besoin en fonds de roulement positif, expression d'un déficit de sources de financement cyclique. Évidemment, une trésorerie nette négative accentuée. Et je voudrais aussi indiquer cette situation où vous observez que nous avons un fonds de roulement négatif. Les capitaux permanents ne couvrent pas l'actif immobilisé dans sa entièreté, mais au niveau cyclique, les dettes d'exploitation à court terme, donc les sources cycliques, couvrent les stocks et les créances, et il y a un surplus. Donc, nous avons un besoin en fonds de roulement négatif, un surplus de sources cycliques qui finance le déficit, ou si vous voulez, le surplus des actifs immobilisés, ou le fonds de roulement négatif. Et la trésorerie nette est nulle. Bon, donc il y a de telles possibles situations. Bien sûr, ici, c'est possible que le besoin en fonds de roulement négatif ne couvre pas entièrement le fonds de roulement négatif et on peut arriver d'utiliser des dettes financières à court terme pour financer la différence. Donc, on peut avoir plusieurs situations. Bon, en disant ça, aujourd'hui, je voudrais discuter l'analyse, en particulier l'analyse en dynamique. Donc, nous avons discuté l'analyse statique. Pour chacun, nous avons une période d'analyse qui contient peut-être plusieurs années, 2, 3, 10, 20 ans. On a discuté l'analyse au niveau de chacun, oui. Donc, on a essayé de créer une image comme ça pour chaque année, séparément. Et maintenant, on se pose la question, quels sont les phénomènes qui se manifestent au niveau de l'entreprise du point de vue économique d'une année à l'autre? Qu'est-ce qu'il y a qui se change d'une année à l'autre? Oui, c'est ça ce que nous disons, si nous disons que nous réalisons l'analyse de la dynamique de l'équilibre financier ou de l'entreprise du point de vue de l'équilibre financier. Nous utilisons la dynamique du point de vue mathématique des indicateurs de ces trois indicateurs, mais évidemment, ce qui nous intéresse n'est pas la mathématique, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier et de comprendre les phénomènes économiques qui se produisent dans l'entreprise et nous utilisons la dynamique des indicateurs pour essayer de comprendre et d'identifier les phénomènes. Et je commence par la dynamique du fonds du roulement. Disons que nous avons une période de 2 années, une période d'analyse de 2 ans. Au niveau de la première année, nous avons un fonds de roulement positif, donc nous sommes dans cette situation à gauche. Au niveau de la deuxième année, nous nous retrouvons dans cette situation. Après avoir fait l'analyse statique pour chaque photo séparément, nous essayons de comprendre les changements, oui, d'une année à l'autre, mais juste après avoir fait l'analyse statique. Qu'est-ce qu'on voit en dynamique? Évidemment, si nous regardons le fonds de roulement, nous observons une réduction du fonds de roulement. Ici, c'est peut-être, je ne sais pas, 20 000, 30 000, en tout cas une valeur positive. Ici, c'est une valeur négative, 20 000 négatifs. Donc, nous observons ces dynamiques et nous pouvons la quantifier en utilisant l'écart absolu du fonds de roulement ou l'indice de croissance, le taux de croissance. Comme on parle ici des valeurs absolues d'un côté, mais de l'autre côté, en particulier dans cette situation où au niveau d'une année, on a une valeur positive, l'autre année, valeur négative, l'indice de croissance est moins utile. On va obtenir une valeur négative de l'indice de croissance. Donc, ça va être plus utile ici d'utiliser tout simplement l'écart absolu, la variation absolue. Évidemment, on constate une variation absolue négative du fonds de roulement, mais ça nous montre quoi? Évidemment, la réduction du fonds de roulement. Et cette réduction montre quel phénomène? La réduction de la contribution
des capitaux permanents dans le financement dans l'actif circulant. Au niveau de la première année, évidemment, le fonds de roulement positif finance les actifs circulants ou les capitaux, cette partie, parce que le fonds de roulement est une partie des capitaux permanents, nous pouvons dire que les capitaux permanents contribuent au financement de l'actif circulant, apportant comme ça un surplus de stabilité dans le financement de l'actif circulant. Avec la réduction du fonds de roulement en temps, même si le fonds de roulement reste encore positif ou envers l'autre extrême devient négatif, ça implique quoi du point de vue économique? Une réduction de la contribution des capitaux permanents dans le financement de l'actif circulant. Donc, ça signifie une réduction de la stabilité dans le processus de financement de l'actif circulant. À la même fois, ça peut apporter des effets positifs du point de vue de l'efficacité dans la gestion du passif et finalement de la rentabilité, en revenant à l'idée que les capitaux permanents, en principe, présentent des coûts, je parle des coûts de financement, plus élevés. Et en utilisant des capitaux permanents pour financer l'actif circulant, c'est plus cher par rapport à la situation où on utilise, comme ici, des dettes à court terme. Donc, la dynamique suggère ça. Réduction de la stabilité dans le financement d'actifs circulants, mais peut-être aussi la réduction des coûts de financement de l'actif circulant. Quelles peuvent être les causes de ces dynamiques? Et pour comprendre les causes de ces dynamiques, donc de ce phénomène ou de ces phénomènes économiques, la suggestion, c'est de partir des relations mathématiques et comptables. Qu'est-ce qui peut déterminer une réduction du fonds de roulement en temps, d'une année à l'autre? En considérant la manière dans laquelle ce fonds de roulement se forme, évidemment, sa réduction peut être déterminée d'un côté par la réduction des capitaux permanents d'une année à l'autre, de l'autre côté par l'augmentation de la valeur de l'actif immobilisé. Nous pouvons les prendre partout. Ce que je me propose, c'est de discuter avec vous les situations possibles. Et évidemment, comme ça, vous pouvez appliquer, trouver les causes réelles de la dynamique dans chaque situation pratique. Disons que les capitaux permanents se réduisent vraiment. Évidemment, ça va influencer le fonds de roulement dans la direction de sa réduction. Qui peut déterminer une réduction des capitaux permanents? Quelles peuvent être les causes de la réduction des capitaux permanents? Ici, ça peut aider de revenir à la structure du bilan financier pour revoir la structure des capitaux permanents, qui n'est pas compliquée. On a dans les capitaux permanents les capitaux propres et les dettes à long terme. Bon, on peut les décomposer. Dans la structure des capitaux propres, on a quoi? Le capital social, les réserves, le résultat reporté, le résultat de l'exercice financier. Ce sont les parties les plus communes. Oui, on peut avoir aussi des primes de capital, des réserves de la réévaluation de l'actif, mais les quatre sont les éléments composants les plus fréquents et à cause de ça, je dirais les plus importantes. Donc, la réduction des capitaux permanentes peut être déterminée par la réduction des capitaux propres ou par la réduction des dettes à long terme, ou par tous les deux. Quelles peuvent être les causes de la réduction des capitaux propres? La réduction du capital social, la réduction des réserves, la réduction du résultat reporté. Pourquoi enregistrer une réduction du capital social? En principe, les associés ou les actionnaires peuvent retirer une partie du capital social. Ça se passe rarement. Donc, je doute que vous allez trouver beaucoup de telles situations en pratique. Mais ça peut se passer.
La situation la plus commune, il y a deux situations communes concernant les résultats. En ce qui concerne le résultat reporté, n'oubliez pas, les capitaux propres contiennent le résultat reporté des exercices passés, mais les capitaux propres englobent automatiquement aussi le résultat de l'exercice courant. Je commence par le résultat reporté des années passées. D'une année à l'autre, on a amassé des bénéfices qui, comme je dis, deviennent automatiquement partie du capital propre et restent comme source de financement pour l'entreprise. Jusqu'à ce quand? Jusqu'au moment où l'entreprise, par l'intermédiaire de l'association générale, l'assemblée générale des actionnaires, décide de répartir ces bénéfices, bon, dans leur entièreté ou en partie, de les répartir sous la forme des dividendes. Ça signifie que le résultat reporté se réduit et l'entreprise, dans une première phase, enregistre la dette envers les associés pour les dividendes décidés à être payés et finalement on les paye. Et oui, les disponibilités dans l'actif se réduisent, la dette disparaît. Mais ce qui est important, c'est que par la répartition, la décision de répartition des résultats, le résultat reporté se réduit et donc le capital propre se réduit. Et comme ça, le capital permanent se réduit et comme ça, le fonds de roulement se réduit. De la même manière, l'entreprise, au niveau de l'entreprise, on peut décider de répartir une partie du résultat sous la forme d'une contribution des salariés aux bénéfices. C'est plus rare, mais ça se passe. Avec le même effet sur la valeur des capitaux propres et finalement sur la valeur du fonds de roulement. En ce qui concerne le résultat de l'exercice financier courant, je vous l'ai dit, mais j'espère que vous le savez, que le résultat de l'exercice en cours est automatiquement partie du capital propre, jusqu'à ce qu'on le répartit comme des dividendes. Si le résultat de l'exercice, disons 2021, est positif, donc on parle des bénéfices, évidemment, sa valeur fait augmenter la valeur du capital propre. Mais qu'est-ce qui se passe si en 2021, la compagnie enregistre des pertes, un résultat négatif? Du point de vue comptable et mathématique, le résultat négatif fait partie du capital propre et réduit, comme il est négatif, réduit la valeur du capital propre. Tout simplement, du point de vue comptable et mathématique, les résultats négatifs consument le capital propre. Donc, un simple, ou le simple enregistrement des pertes réduit les capitaux propres. Avec la réduction des capitaux propres, les capitaux permanents se réduisent aussi. Et ça amène à la réduction du fonds de roulement. Donc voilà, des différentes possibilités, de différentes causes pour la réduction des capitaux propres qui évidemment génèrent une réduction du fonds du roulement. En ce qui concerne les dettes à long terme, en théorie, ça signifie du point de vue comptable, vous savez que ces dettes peuvent être très variées comme nature. On peut avoir ici toutes sortes de dettes, même des dettes d'exploitation. Mais en pratique, c'est rare. Dans la grande majorité des situations, les dettes à long terme sont des dettes financières. Ça signifie des emprunts bancaires à long terme, des emprunts accordés par les associés ou les actionnaires à l'entreprise ou des contrats de crédit bail financier. La réduction de ces dettes financières se produit, je dis dans une première phase, par leur paiement. Du point de vue comptable,
il faut faire une observation. J'espère que vous savez ça. Si vous vous rappelez les simulations sous la forme des graphiques de remboursement que nous avons réalisés ensemble, pensez au graphique de remboursement et vous vous rappelez que, en principe, la compagnie devrait payer une partie de l'emprunt chaque mois. À la fin de l'année, je rédige le bilan et dans le bilan, je devrais enregistrer la solde de l'emprunt comme dette. Oui, mais la partie de la solde qui, accordément au graphique de remboursement, va être remboursée au cours de l'année suivante, donc dans une année ou dans moins d'une année de la date du bilan, va être enregistrée comme dette financière à court terme. Et juste la solde, la partie de la solde qui va être remboursée dans plus d'une année, est enregistrée comme dette à long terme. Donc, dans ces conditions, la vérité, c'est que les dettes financières à long terme se réduisent d'une année à l'autre. Pas vraiment par le paiement, mais par la simple, je ne sais pas, approche de leur échéance. Comme leur échéance s'approche, elles deviennent des dettes à court terme. Ce qui réduit le capital permanent et finalement le fonds de roulement. Bon, ce sont en principe les causes de base pour la réduction du capital permanent. Oui, au niveau du bilan financier, nous avons introduit dans le capital propre aussi les provisions et les revenus en avance. Pour la plupart des entreprises, les provisions n'existent pas et les revenus en avance n'existent pas ou sont très réduits. Mais il y a la situation particulière où l'entreprise bénéficie des subventions non remboursables pour des investissements ou pour des charges d'exploitation. Du point de vue comptable, les subventions font partie des revenus en avance que nous avons enregistrés dans les capitaux propres au niveau du bilan financier. Donc, si une entreprise a en particulier des subventions, la solde des subventions se retrouve comme ça dans la valeur des capitaux propres dans notre bilan financier et la solde des subventions pour les investissements se réduit d'une année à l'autre, d'une période à l'autre, en parallèle avec le processus d'amortissement des immobilisations qui ont fait l'objet de l'investissement. Donc, des immobilisations qui ont été financées par la subvention. Ce sont des choses qui tiennent de la comptabilité. Je ne sais pas si vous avez ces connaissances de la comptabilité, donc je les reprends un peu. Si vous voulez que j'entre dans les détails, je vous prie d'intervenir avec des questions. Oui, j'insiste sur ma direction sur l'analyse financière. Je mets en discussion ces éléments de comptabilité. Si vous ne les connaissez pas et si vous voulez, vous pouvez intervenir et poser des questions. En principe, disons que ce sont les causes les plus fréquentes pour la réduction ou l'augmentation du fonds de roulement. Du capital permanent, pardon. Parce qu'il y a aussi l'autre partie de l'équation. Le fonds de roulement peut se réduire ou augmenter à cause de la variation de la valeur de l'actif immobilisé. N'oubliez pas les capitaux permanents utilisés pour le financement de l'actif immobilisé. Si j'utilise du capital permanent pour, disons, acheter un terrain ou bâtir une halle de production, ou l'acheter, ou acheter des outillages, donc pour faire des investissements. Quand on dit qu'on fait des investissements, on pense à ça, au blocage du capital, du passif, toutes sortes de sources de financement, permanents ou à court terme, dans des immobilisations. Donc, l'immobilisation des passifs pour une période plus longue d'une année. Donc, l'actif immobilisé augmente en principal par la réalisation des investissements supplémentaires. On achète des terrains, des bâtiments, des outillages, ou on bâtit des bâtiments
On a là quoi aussi? Du meuble, des ordinateurs, des logiciels comme des immobilisations incorporelles, des camions, voitures. L'augmentation de l'actif immobilisé, évidemment, bloque plus du capital du passif et en particulier du capital permanent. Le fait que j'utilise du capital permanent pour former des actifs immobilisés, ça ne signifie pas que je consomme le capital permanent. Le capital n'est pas consumé. C'est juste que le capital est bloqué sous la forme de ces immobilisations. Le capital est consumé quand j'enregistre des pertes. C'est une autre chose. Là, sa valeur se réduit vraiment. Ici, la valeur du capital ne se réduit pas. C'est juste que le capital, dans l'actif, ici, dans la première image, le capital permanent n'est pas bloqué à long terme sous la forme des immobilisations. Il est sous la forme des stocks et des créances et possible même libre sous la forme de disponibilité. Mais en dynamique, on fait quoi? Si vraiment l'actif immobilisé augmente, on bloque du capital permanent dans des immobilisations. On l'immobilise. Ça détermine la réduction du fonds de roulement. Ça détermine la réduction du capital permanent en excès, un surplus qui est disponible pour financer l'actif circulant. Oui? L'augmentation de l'actif immobilisé, soyez attentifs, du point de vue comptable, peut se produire par des achats de terrains, bâtiments, outillages, etc. Mais je dis réduire peut augmenter, je veux dire, la valeur de l'actif immobilisé par de tels achats, mais la valeur des actifs immobilisés peut aussi augmenter basée sur une réévaluation. J'ai un bâtiment et en 2021, je décide de le réévaluer. Nous avons discuté le processus dans le passé. Je paye un évaluateur qui vient pour une inspection et finalement se crée basé sur des calculs. Il y a des procédures, des méthodes très spécifiques. Il arrive à la conclusion que oui, dans la comptabilité, la valeur brute de mon bâtiment était de 300 000 euros, mais la valeur actuelle de marché est plutôt de 350 000. Donc, il constate une différence positive de valeur de 50 000. Basé sur son rapport, j'enregistre dans la comptabilité cette différence. Je fais augmenter la valeur brute des immobilisations, en particulier de ce bâtiment, de 300 000 à 350 000. Donc, on a une augmentation par 50 000 euros de l'actif immobilisé. Mais du point de vue comptable, j'enregistre cette différence positive comme réserve des réévaluations qui fait partie des capitaux propres. Donc, les capitaux propres augmentent en parallèle par la même valeur. Et si l'actif immobilisé et le capital propre et permanent augmentent par la même valeur, l'impact sur la valeur du fonds de roulement sera nul. Donc oui, l'actif immobilisé peut aussi augmenter basé sur des réévaluations, mais dans une telle situation, l'impact sur le fonds de roulement est nul parce que l'augmentation de l'actif immobilisé est accompagnée par une augmentation de valeur égale des capitaux permanents. Dans des situations plus rares, les associés ou les actionnaires peuvent venir avec des apports supplémentaires au capital social en nature. Donc, l'apport n'est pas, le capital social supplémentaire n'est pas apporté dans l'entreprise, dans l'actif sous la forme d'argent, mais sous la forme d'un outillage peut-être, ou d'un bâtiment. Donc, d'une immobilisation, d'un actif immobilisé. Ça ne se passe souvent, mais c'est possible. Bien sûr, d'un côté, la valeur de l'actif immobilisé augmente avec la valeur de l'immobilisation apportée.
mais le capital social, qui fait partie du capital propre, qui fait partie du capital permanent, évidemment, augmente par la même valeur. Encore une fois, ici, l'impact sur le fonds de roulement, sur la valeur du fonds de roulement est nul. Tous les deux parties, l'actif analysé et le capital permanent, augmentent par exactement la même valeur. De l'autre côté, on peut avoir bien sûr des ventes. On peut à un moment donné vendre une partie de l'actif immobilisé, vendre un bâtiment, vendre un outillage. Pourquoi faire ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, je ne sais pas, d'une manière fréquente, courante, mais ça peut se passer. Ça peut se passer tout simplement parce qu'on remplace un outillage ancien par une technologie peut-être nouvelle, plus performante. C'est une possibilité. Mais l'ancien outillage a encore de la valeur, peut encore être utilisé. Et on le vend. Donc c'est possible. Mais il y a aussi des situations plus extrêmes où je suis obligé de vendre une partie de mon actif immobilisé, comme des terrains, des bâtiments, des outillages, exactement parce que je ne peux plus m'assurer l'équilibre financier, parce que je ne peux plus assurer le financement des actifs et continuer l'activité d'exploitation. Bon, donc j'ai essayé de vous indiquer des situations possibles qui marquent l'actif immobilisé, les capitaux permanents. Évidemment, au niveau des capitaux permanents, on peut avoir aussi des phénomènes qui agissent dans un sens contraire. On peut contracter des emprunts bancaires à long terme, venir avec des apports au capital social, en argent, des phénomènes qui déterminent une augmentation du fonds de roulement en théorie. Il faut dire pour un emprunt bancaire long terme ou pour un contrat de crédit bail financier. Oui, ça détermine une augmentation des capitaux permanents du point de vue comptable. Mais la réalité, c'est qu'en pratique, ça ne va pas déterminer une augmentation du fonds de roulement parce que la banque ou la firme de crédit bail ne t'accorde pas l'emprunt à long terme pour financer des actifs circulants. Nous l'avons discuté dans le passé. L'objet d'un tel emprunt ou d'un tel contrat de crédit bail doit être un investissement, donc une immobilisation. Donc ça signifie que oui, le capital permanent augmente par la valeur de l'emprunt à long terme, mais l'actif immobilisé augmente par la même valeur avec l'investissement. Et pour être sincère, en général, ça détermine une réduction du fonds de roulement parce que toujours une partie de l'emprunt à long terme, bon, de l'emprunt pour l'investissement, va être enregistrée à court terme, la partie qu'on va repayer dans une année. C'est vrai, dans des situations particulières, on peut négocier des périodes de grâce de quelques mois, une année, en théorie même plus, en théorie. Et c'est aussi vrai que, toujours comme exception, il y a des emprunts bancaires à long terme, sûrement pour des investissements, mais qui permettent ou pour lesquels les banques permettent une utilisation de 10-20%. Je crois que 40% a été le maximum que j'ai rencontré en pratique. Les banques peuvent permettre d'utiliser une partie de l'emprunt à long terme aussi pour financer le besoin en fonds de roulement. Mais ce sont des exceptions, pas la règle. Bon, j'espère que vous avez compris. Je m'arrête pour une minute pour encore une fois vous encourager de intervenir avec des questions. Je peux détailler tous ces sujets si vous avez des questions particulières.
je dois me baser sur vos connaissances de comptabilité, vos connaissances de management financier, mais il y a des choses que vous avez peut-être oubliées. Bon. Encore une fois, la plupart de vous, vous avez les caméras fermées. Je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être vous dormez maintenant. Je ne peux pas contrôler si vous avez les caméras ouvertes. De l'autre côté, vous êtes des adultes. Je ne sais pas si c'est à moi de contrôler ce que vous faites. Je n'ai pas un problème si vous gardez de ce point de vue les caméras fermées. Mais de mon expérience, je sais que si vous gardez les caméras fermées, vous faites autre chose. Je suis ici pour vous aider, pas pour vous créer des problèmes. Mais à la fin, je dois évaluer ce que vous avez compris. Et c'est vous qui allez avoir des problèmes. Donc, ma suggestion, c'est de participer aux classes. Je ne me planifie pas de vous obliger. Vous êtes des adultes, ce n'est pas à moi. Oui, Aïcha, je sais que vous avez le bébé, je sais. Je sais. Donc, encore une fois, chacun a des priorités. Évidemment, sûrement, le bébé est plus important que la classe d'analyse. C'est clair. Je Non, comprends. non, je suis le cours, monsieur. Même s'il Je y a le sais, bébé, je Aïcha. suis. Je sais, je sais. Et donc, je comprends que vous pouvez avoir des priorités et je ne veux pas vous presser. Je peux vous obliger de garder la caméra ouverte car c'est le règlement de la faculté. Je ne veux pas faire ça. Tout ce que je dis, c'est de essayer de vous impliquer plus parce que c'est pour vous, pas pour moi. Je peux penser que si vous n'avez pas de questions, vous avez tout compris, mais je ne crois pas que c'est le cas. Dans la plupart des situations, c'est le fait que vous n'avez compris et vous ne savez ou n'avez pas le courage de demander. Et Euh, ce n'est pas justifié parce que, oui, S'il vous plaît, c'est possible de vous demander des questions la fois prochaine, même si nous avons la langue ferme, peut-être à notre leçon, concernant cette leçon. oui, oui, vous pouvez me poser des questions à chaque moment. Maintenant, si vous voulez me poser des questions des classes passées, oui, je reste à votre disposition, s'il vous plaît. Ça va. Je vais vous demander la fois prochaine, parce que je veux lire un Ok, peu. d'accord, d'accord. Merci. Bon, mais n'hésitez pas, vous n'avez pas compris peut-être. Vous ne devez pas hésiter. Je suis ici pour vous expliquer. Ce n'est pas un problème que vous n'avez pas compris. Bon. Mesure de correction pour la valeur du fonds de roulement. Disons que nous avons réalisé une analyse post-factum, donc après que les choses se sont déjà passées, pour 2 ans, comme nous faisons au séminaire. À la fin de la période d'analyse, donc à la fin de la deuxième année, le fonds de roulement est négatif, ce qui nous montre un déséquilibre sûrement du point de vue financier. Ou même si le fonds de roulement est positif et très élevé, ça représente un déséquilibre. Disons que le fonds de roulement est né. Donc, je voudrais pouvoir dire que la situation est optimale du point de vue de l'équilibre alimentaire. C'est tout simplement celle où le fonds de roulement est nul, mais ce n'est pas la vérité. Ça va varier d'une situation à l'autre. Mais disons que nous discutons une situation où on préfère d'avoir un fonds de roulement proche de zéro. Et nous avons un fonds de roulement négatif, très négatif à la fin de la deuxième année, de la dernière année d'analyse. Il faut proposer des mesures de correction pour le futur. Et le futur, c'est la troisième année. Dans ces situations, les mesures de correction devraient déterminer évidemment une augmentation du fonds de roulement pour arriver proche de la valeur de zéro. On fait comment pour augmenter le fonds de roulement? Évidemment, on essaie d'augmenter le capital permanent ou de réduire la finalisée, ou tous les deux. Ou même augmenter tous les deux, mais augmenter le capital permanent
d'une manière plus accélérée, plus vite que l'augmentation de l'actif mobilisé. Ça se fait en correspondance avec ce que nous avons déjà discuté. On augmente comment le capital permanent? En augmentant le capital social par des apports, et nous sommes intéressés ici en particulier par les apports en argent, parce que les apports en nature, sous la forme des immobilisations, ne déterminent pas l'augmentation du fonds de roulement. J'espère que vous l'avez compris. Mais la solution la plus naturelle pour augmenter le capital permanent et comme ça le fonds de roulement, c'est, si c'est possible évidemment, de générer des bénéfices pendant la troisième année. Donc un résultat de l'exercice positif qui devient automatiquement partie composante du capital propre et qui, comme ça, fait augmenter le capital propre et comme ça le capital permanent et finalement le fonds de roulement. Oui. Bien sûr, on peut discuter aussi la situation peut-être un peu plus extrême. Une entreprise qui a déjà des difficultés. Et soyez attentifs que ce sujet de l'équilibre financier est un sujet important. Je crois que je vous ai dit la fois passée que du point de vue statistique au niveau mondial, les problèmes d'équilibre financier à court terme, bon, global finalement, représentent la troisième cause pour les blocages et finalement les faillites des entreprises. On peut arriver dans une telle situation de ne pouvoir plus financer, disons, le besoin en fonds de roulement. On a besoin de plus de fonds de roulement. Une solution plus extrême, désespérée, c'est d'aller à la banque, disons qu'on a des emprunts à court terme, et on essaye de négocier une, je ne sais pas si bien en français, rééchelonnation de, je vous prie de me corriger, une rééchelonnation de la dette à court terme, de l'échelonner à long terme. Donc, comme ça, de transformer une dette à court terme en dette à long terme. Et comme ça, on réduit la trésorerie de passifs et on augmente le capital permanent et comme ça le fonds de roulement. En obtenant comme ça plus de la stabilité dans le processus de financement. En général, ça se fait quand l'entreprise a déjà des difficultés. Tu es pressé, tu vas à la banque, tu constates avec la banque que tu vas avoir des difficultés et tu peux te bloquer et vous décidez ensemble que une solution, vous acceptez cette situation de rééchelonner la dette à court terme. Dans des situations mais plus extrêmes, ça peut se passer même pour les dettes d'exploitation. Discuter avec les partenaires pour échelonner les dettes. Mais ça se passe, je pense, déjà quand l'entreprise a déclaré peut-être l'insolvabilité, pas la faillite. L'insolvabilité peut avoir deux directions d'évolution, la réorganisation ou la faillite. Dans presque la plupart des situations, on déclare la compagnie qui déclare l'insolvabilité entre dans une phase de réorganisation, dans la plupart des situations, mais dans la plupart des situations, même la réorganisation finalise par la faillite. Par malheur, en Roumanie, les dernières statistiques que je me rappelle disaient que plus de 90% des réorganisations après 1, 2, 3 ans ne finalisent bien, arrivent toujours dans le blocage final, la faillite qui consiste dans la liquidation de l'actif. Bon. Par contre, si le fonds de roulement est positif à la fin de la période d'analyse et on voudrait le réduire dans le futur, on peut faire quoi? Première chose, réduire le capital permanent qui implique des coûts de financement élevés. Si le capital permanent contient
des capitaux propres de valeur élevée basés sur des résultats positifs reportés des années passées, distribuer des dividendes. Oui. S'il y a des emprunts bancaires à long terme de grande valeur et dans le même temps, une grande part de ces sources reste sous la forme d'actifs circulants et de disponibilité, payer en avance une partie de ces emprunts bancaires à long terme. Dans des situations plus extrêmes, je veux revenir à la situation où nous avons besoin d'augmenter le fonds de roulement. Je voulais dire qu'une autre situation extrême, c'est celle dans laquelle on fait la liquidation forcée d'une partie de l'actif immobilisé. On vend des immobilisations pour générer du fonds de roulement pour pouvoir couvrir le besoin, pour ne nous bloquer pas. Bon, en revenant à des solutions pour réduire le fonds de roulement, je ne crois pas qu'on peut nous proposer tout simplement de faire des investissements pour réduire le fonds de roulement, mais corrélé avec des besoins d'investissement. Évidemment, si ces besoins existent, en réalisant les investissements, oui, on va réduire le fonds de roulement. Je voudrais passer à l'analyse de la dynamique du besoin en fonds de roulement qui est, je dirais, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante, en particulier dans une perspective prévisionnelle, très importante, car, encore une fois, l'incapacité de couvrir le besoin en fonds de roulement représente une cause importante du blocage. Il est très important dans la planification financière, n'oubliez pas la planification, la première fonction du management, le sujet que vous étudiez, votre spécialisation. Donc, la planification, très très importante. Dans le domaine financier, en particulier la planification du besoin en fonds de roulement est très importante. Et bien sûr, il est important de planifier des sources pour le couvrir, le besoin en fonds de roulement prévisionnel. Très important. Bon, j'ai besoin de... Si je dis mathématiques, c'est trop. Je ne sais pas si c'est vraiment mathématique. J'ai besoin quand même d'utiliser un peu les indices de croissance pour discuter la dynamique du besoin en fonds de roulement. Disons que c'est la situation classique. Ce n'est pas... La pratique ne montre pas ça. Encore, en tout cas, pas toujours. Mais disons que c'est la situation classique où les sources de financement cycliques ne sont pas suffisantes pour couvrir les stocks et les créances, les besoins cycliques, et donc il y a un besoin, un fonds de roulement positif qu'il faut couvrir par quelque chose. Comment est-ce qu'on arrive d'une telle situation qui n'est pas positive? Je préférerais d'avoir un besoin nul, ou négatif, et soutenable, évidemment. Disons que nous sommes au niveau de la première année dans cette situation et à la fin de la période d'analyse, deuxième ou troisième année, on arrive ici, dans une situation de besoin en fonds de roulement négatif. Ça peut se passer comment? Évidemment, soit par la réduction des stocks et des créances, oui, la réduction du besoin de financement cyclique, soit par l'augmentation des dettes d'exploitation à court terme, la source de financement cyclique. Ou tous les deux peuvent augmenter ou se réduire, mais c'est juste que dans cette dynamique, les dettes d'exploitation à court terme augmentent plus, pardonnez-moi, que les stocks et les créances. Ou les stocks et les créances diminuent plus par rapport à la diminution des stocks des dettes d'exploitation à court terme. Donc on peut avoir cette situation, mais finalement, quelles sont les causes qui peuvent se retrouver à la base d'un tel phénomène? Qui peut déterminer la réduction des stocks, par exemple? Encore une fois, vous connaissez leur contenu, stock de matières premières, produits en cours, produits finis, marchandises, produits résiduels, etc. Qui peut déterminer la réduction de la valeur des stocks? Et s'il vous plaît, ne dites pas la vente.
Parce que je m'imagine que vous pouvez penser, oui, à un moment donné, disons à la fin de la première année, 31 décembre, on rédige le bilan pour le 31 décembre, après la fin de l'année. Et à la fin de l'année, l'entreprise avait des stocks de marchandises de 50 000 euros. Qu'est-ce qui peut réduire la valeur de ces stocks? Vous pensez la vente des stocks. Si l'entreprise était en train d'arrêter son activité, oui, vous aviez raison. Mais l'idée, c'est que cette entreprise, d'un côté, elle vend des marchandises, mais pour continuer son activité, c'est ce qu'elle fait toujours. Chaque jour, elle vend des marchandises et je ne sais pas si nécessairement chaque jour, mais en dynamique, qui sait, que c'est 10 fois par jour, que c'est une fois par semaine, elle reconstitue ses stocks de marchandises. Donc, elle vend, mais elle achète. Et à chaque moment, elle garde des stocks de marchandises. Donc, en dynamique, le stock de marchandises ne diminue pas tout simplement par la vente. Parce que pourquoi l'entreprise détient-elle des stocks de marchandises? Exactement pour pouvoir assurer la continuité du processus de vente. Elle ne planifie pas de vendre tous les marchandises arrivées en stock nul et ensuite faire les réapprovisionnements. Donc, c'est un processus perpétu, continu. En principe, en dynamique, la compagnie va avoir la tendance de garder la même valeur des stocks. Bon, que d'un jour à l'autre, il y a des variations, mais en principe, elle garde la même valeur des stocks. Mais cette valeur des stocks, finalement, dépend elle est liée à deux facteurs en dynamique. On a dit qu'on garde des stocks dans cet exemple de marchandises. Pourquoi? Pour assurer la réalisation des ventes, pour alimenter les ventes. Donc, automatiquement, ça signifie que l'entreprise, quand elle établit la dimension des stocks, elle va corréler la dimension des stocks à la valeur par jour, disons, des ventes. Comme si elle planifie d'avoir à chaque moment, disons, des stocks pour des ventes de 10 jours, ou 15 jours, ou 20 jours. Oui. Si les ventes moyennes par jour sont de 5 000 euros, et je planifie de travailler avec des stocks moyennes qui m'arrivent pour des ventes de 10 jours, ça signifie d'avoir à chaque moment, plus ou moins, des stocks de combien? 10 jours fois 5 000 euros ventes par jour, ça signifie 50 000. Si je planifie d'avoir des stocks de marchandises qui m'arrivent juste pour un jour de vente, je vais avoir des stocks de 5 000. C'est juste que c'est plus risquant. Si j'ai beaucoup plus de clients et je dois vendre plus, je n'ai plus de marchandises. Et évidemment, je peux avoir des centaines de types de marchandises et je dois assurer la continuité pour la vente de toutes ces marchandises en principe. Donc, à cause de ça, je ne crois pas que je vais travailler avec des stocks pour un jour, mais avec des stocks qui peuvent alimenter les ventes pour plus de jours, pour éviter d'entrer en rupture de stock. Pour beaucoup d'autres raisons que vous savez du management financier et que nous avons discuté la fois passée et nous allons reprendre la semaine suivante. Retenez cette perspective, que les stocks, la valeur des stocks de matières premières, produits en cours, produits finis, marchandises, toutes sortes de stocks dépendent de la valeur moyenne, le volume moyen d'activité par jour, production ou vente, comme vous voulez le voir, et par la durée moyenne de stockage. Si la durée moyenne de stockage est nulle, même si je vends des millions d'euros par jour, à chaque moment, le stock est nul, presque nul. Si je vends d'un million par jour et la durée moyenne de stockage est d'un jour, j'ai les stocks d'un million.
Si la durée de stockage est de 2 jours, le stock moyen est de 2 millions. Vous voyez? Donc, la valeur du stock est marquée par ces deux facteurs. Le volume d'activité, que c'est utile de le juger comme moyenne par jour, mais vous pouvez aussi le voir comme le chiffre d'affaires annuel, mais vous allez voir, c'est plus facile de le traiter par jour. Et la durée de rotation, qui est toujours jugée un jour. Et à cause de ça, c'est préférable de juger le volume d'activité par jour. Et comme ça, vous pouvez traiter aussi les créances clients et les dettes fournisseurs. Car les créances clients sont nulles quand les créances clients sont à leur tour marquées par le même volume d'activité, en particulier vu par l'intermédiaire de la valeur des ventes et par la durée de rotation. Si je vends dans une moyenne de 10 000 euros par jour et j'offre toujours des délais de encaissement de mon point de vue de 5 jours, à chaque moment, je vais avoir des créances accumulées pendant les 5 jours d'avance. Donc, 5 jours fois 10 000 euros vente par jour, ça signifie 50 000 créances clients. Et à chaque moment, je vais avoir des créances de 50 000. Jusqu'à ce que les deux facteurs gardent leur valeur. Les ventes de 10 000 par jour et la durée de crédit commercial de 5 jours. Bien sûr, si ces facteurs varient, et ces facteurs varient, leurs variations vont déterminer des variations dans la valeur des créances clients. Mais c'est exactement ce que nous avons voulu trouver. Quelles sont les possibles causes de la variation des stocks et des créances, donc des besoins de financement cyclique. De la même manière, les dettes fournisseurs peuvent varier. Leur solde est aussi déterminé par d'un côté le volume d'activité, de l'autre côté la durée de rotation des dettes fournisseurs, le délai de paiement obtenu des fournisseurs. Donc, regardez avec moi. Qu'est-ce que c'est que nous avons dit? Le stock, disons, l'année 0 peut être 2020. La valeur du stock à un moment donné peut être écrite comme ça, comme le produit entre d'un côté le chiffre d'affaires par jour, de l'autre côté la durée de rotation des stocks par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Vous avez discuté les durées de rotation, vous avez eu un chapitre séparé au management financier, mais nous allons retraiter le sujet la semaine suivante. Pour le moment, je n'entre pas dans les détails. Évidemment, le stock au niveau de l'année finale, disons 2021, on peut l'exprimer de la même manière. Chiffre d'affaires moyenne par jour au niveau de l'année 1 fois la durée de rotation des stocks, moyenne évidemment, mesurée en jour, rotation par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Donc, en multipliant les deux, on arrive à la valeur des stocks, à la valeur moyenne des stocks. C'est peut-être plus simple de comprendre si je prends l'exemple des créances clients. Les voilà ici. Donc, si je dis que je vends chaque jour de 10 000 euros et j'offre donc, le chiffre d'affaires par jour est de 10 000 et le délai d'encaissement est de 5 jours. Les créances clients sont de 10 000 fois 5 sont de 50 000. Et maintenant, revenons. D'une année à l'autre, les stocks augmentent. Du point de vue mathématique, ça signifie que l'indice de croissance, le voilà, l'indice de croissance des stocks calculé comme ça, valeur des stocks au niveau de l'année finale sur la valeur des stocks au niveau de l'année initiale de la période, fois 5%. Donc, pour que les stocks augmentent, leur indice de croissance devrait être supérieur à 5%, n'est-ce pas? Évidemment, si leur indice de croissance est de 5%, ça signifie que les stocks restent au même niveau. Stock 1 égale au stock 0.
Et si l'indice de croissance est inférieur à 100%, ça montre une réduction de la valeur des stocks d'une année à l'autre. Mais qui est-ce qui peut déterminer une augmentation des stocks? Donc, un indice de croissance des stocks d'une année à l'autre de plus de 100%. On a dit que du point de vue mathématique, on peut exprimer les stocks comme ça, qu'on produit entre le chiffre d'affaires par jour et la durée de rotation des stocks. Mais à leur tour, le chiffre d'affaires par jour, sa dynamique, on peut l'exprimer comme ça. L'indice de croissance du chiffre d'affaires par jour, chiffre d'affaires par jour au niveau moyen, évidemment au niveau de l'année 1, sur le chiffre d'affaires moyen au niveau de l'année 0, fois 100%. De la même manière, je peux exprimer l'indice de croissance de la durée de rotation des stocks, voilà, comme rapport entre la durée de rotation des stocks année 1 sur la durée de rotation des stocks année 0, fois 100%. Donc, ça signifie qu'on peut exprimer, voilà, le chiffre d'affaires moyen par jour au niveau de la dernière année, oui, 1, en fonction de quoi? Chiffre d'affaires moyen par jour 0 fois l'indice de croissance. Regardez ici la formule, oui. Pardonnez-moi, ici. Chiffre d'affaires par jour de l'année 1 égale au produit entre le chiffre d'affaires par jour au niveau de l'année 0 fois l'indice de croissance d'une année à l'autre. Donc voilà, je peux exprimer le chiffre d'affaires par jour à durée de rotation comme ça, du point de vue mathématique. Vous les voyez ici. Le chiffre d'affaires de l'année 1 en fonction du chiffre d'affaires et respectivement la durée de rotation de l'année 0 et leur indice de croissance d'une année à l'autre. Dans ces conditions, je peux écrire le stock au niveau de l'année 1, stock 1, voilà comme ça. D'un côté, chiffre d'affaires par jour 1 fois la durée de rotation des stocks 1, ce qui est égal à, voilà, chiffre d'affaires par jour de l'année 0 fois l'indice de croissance du chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Ça, multiplié, le deuxième facteur, c'est la durée de rotation des stocks de l'année 1, mais on la décompose comme le produit entre la durée de rotation des stocks de l'année 0 et l'indice de croissance de la durée de rotation des stocks d'une année à l'autre. Ce qui signifie quoi? Chiffre d'affaires par jour 0 multiplié par la durée de rotation des stocks, 0. Ce qui signifie stock 0 fois les deux indices de croissance. Donc le stock de l'année 1 peut être exprimé comme ça en fonction du stock de l'année 0 et les indices de croissance de ces deux facteurs, chiffre d'affaires par jour et durée de rotation des stocks. Ce qui signifie que l'indice de croissance des stocks, donc stock 1 sur stock 0, égale le produit de ces deux indices. Donc encore une fois, l'indice de croissance des stocks égale indice de croissance du chiffre d'affaires par jour fois l'indice de croissance de la durée de rotation des stocks. Et maintenant, on revient à la partie économique. Quand est-ce que les stocks augmentent d'une année à l'autre? Donc, leur indice de croissance est plus grand de 100%. Quand est-ce que ça, c'est possible? Évidemment, quand le produit entre ces deux indices est de plus de 100%. Et vous voyez, si la durée de rotation des stocks ne change pas d'une année à l'autre, donc son indice de croissance est de 100% ou de 1, les stocks peuvent augmenter juste si le chiffre d'affaires, donc le volume d'activité augmente. Donc si l'indice de croissance du chiffre d'affaires par jour ou par an, c'est le même indice de croissance, est de plus de 100%. Donc si nous faisons l'analyse et nous constatons que le besoin en fonds de roulement augmente d'une année à l'autre, et une cause de cette augmentation est représentée par l'augmentation de la valeur des stocks, nous nous posons la question, quelle est la cause de l'augmentation des stocks? Est-ce que les stocks sont augmentés à cause de l'augmentation du volume d'activité, donc du chiffre d'affaires, ou à cause de l'augmentation de la durée de rotation des stocks, ou à cause de tous les deux? Ce sont juste ces deux possibilités pour l'augmentation des stocks, comme vous voyez. Et on vérifie. Pour vérifier, on compare l'indice de croissance des stocks à l'indice de croissance du chiffre d'affaires.
Si les deux indices sont égaux et plus de 100%, ça signifie que les stocks augmentent 100% à cause de l'augmentation du chiffre d'affaires. Mais si l'indice de croissance des stocks est plus grand que l'indice de croissance du chiffre d'affaires, ça signifie que les stocks augmentent aussi à cause de l'augmentation de la durée de rotation. Donc, l'indice de croissance de la durée de rotation des stocks est aussi de plus de 100%. Donc, la durée augmente elle aussi. Et l'inverse. Si l'indice de croissance des stocks est égal à l'indice de croissance du chiffre d'affaires, ça signifie que l'indice de croissance de la durée de rotation des stocks est de 100%. Donc, la durée ne se change pas. Et si l'indice de croissance des stocks est inférieur à l'indice de croissance du chiffre d'affaires, ce qui en principe est préférable pour nous, ça signifie que l'indice de croissance de la durée de rotation des stocks se réduit. Donc, la durée de rotation, l'indice de croissance de la rotation est de moins de 100%, donc la durée de rotation des stocks se réduit, ce qui en général est vu comme favorable. Avec de l'attention pour n'entrer pas dans la situation de rupture de stock. Exactement de la même manière, on peut analyser la dynamique des créances clients et des dettes fournisseurs. Je vous mets ce fichier, vous avez ici quelques calculs, sur la plateforme. Et vous allez sûrement détailler cette analyse de la dynamique au séminaire. Maintenant, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. Je passe sur le serveur de la faculté. J'ai ici ma statistique avec toutes les entreprises de la région de l'Ouest, les 60, 62, 63 000 sociétés commerciales. Ici, j'ai fait la somme des capitaux permanents de toutes ces entreprises. Donc, j'ai pris la valeur de leur bilan pour chacun. Ici, les actifs immobilisés. Et ici, vous voyez le fonds de roulement calculé donc, pour tous les 52, 53 000 entreprises au niveau de chacun. Et surprise, en tant qu'en général, les gens attendent, et les analystes en général, s'attendent ou considèrent comme la situation classique, celle dans laquelle le fonds de roulement est positif. Si vous regardez, jusqu'en 2017, au niveau global, bon, bien sûr au niveau de la région, mais pour toutes les entreprises cumulées, le fonds de roulement est négatif. Il devient positif en 2018 et 2019. Par contre, le besoin en fonds de roulement, qui est appelé besoin en fonds de roulement exactement parce qu'on attend partout dans le monde, on attend que sa valeur soit positive, donc que les besoins cycliques soient plus grands que les sources cycliques. Regardez, pour toute la période, le besoin en fonds de roulement au niveau de toute la population d'entreprise est négatif. Vous voyez? Donc, ça signifie que, en moyenne, au niveau de la région, au moins jusqu'en 2017, le besoin en fonds de roulement finançait le fonds de roulement. Donc, le surplus de sources de financement cyclique couvrait le déficit de sources de financement au niveau permanent. La trésorerie nette a été positive pour toute la période. Donc, finalement, on a couvert les déficits au niveau permanent et on a resté toujours avec une trésorerie nette positive. Encore une fois, ça au niveau de toute la population, parce que je peux vous assurer que parmi les 62, 63 000 sociétés commerciales, on a eu beaucoup de compagnies avec des trésoreries nettes négatives. Bon, je dois m'arrêter ici, mais pardonnez-moi. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. S'il vous plaît. Moi, j'ai pas réellement de questions. Je pense que je vais reprendre le cours tout doucement, petit à petit, et peut-être la semaine prochaine, j'en aurai. Ok, d'accord. Alors, je vous prie de participer au séminaire. Vous faites exactement ça, vous analysez la dynamique
du point de vue de l'équilibre financier sur les données que vous avez commencé à utiliser la fois passée. Là, en dynamique, vous avez un fonds de roulement. Dans la première année, c'est positif. Deuxième année, c'est négatif. Donc, vous avez en dynamique, le fonds de roulement se diminue. Le besoin en fonds de roulement d'une valeur positive à la première année devient négative à la deuxième année. Donc, au niveau de la deuxième année, vous couvrez le fonds de roulement par le besoin en fonds de roulement. C'est à discuter si la situation est soutenable. Et de ces données, vous allez aussi passer, comme d'habitude, le test. Nous avons préparé pour vous quelques questions exactement en matière d'explication de la dynamique, cause et possibles mesures de correction. En correspondance avec ce que nous avons discuté maintenant, mais sur les données que vous calculez, que vous avez déjà calculées pour le séminaire. Je vous laisse maintenant. Nous nous voyons demain pour le management des coûts. Au revoir. D'accord. Merci, Au revoir. monsieur. Au revoir. Au revoir.